Alors bonjour à tous, je suis Léa Maté, je suis kiné formée en pédiatrie, je travaille en libéral aux Aveyron et je fais partie de l'association ACAPERON, qui est l'association de kiné pédiatrique à La Réunion. Donc si vous êtes intéressé par la pédiatrie et que vous voulez adhérer à notre association, ou même si vous voulez simplement des informations, sachez qu'il y a Véronique qui est au stand aujourd'hui toute la journée et qui pourra vous donner toutes les infos et vous donner également des affiches si vous souhaitez les afficher dans vos cabinets. Alors, avec l'association, récemment, nous avons fait venir Benoît Chevalier, qui est un formateur et qui nous a donné une formation sur la motricité du nourrisson et les déformations crâniennes positionnelles des nourrissons. Ce que je vais vous expliquer aujourd'hui découle beaucoup de sa formation et de mon expérience en cabinet. Si vous souhaitez prendre en charge des bébés, je vous invite vivement à vous former. Ce que je vais vous dire aujourd'hui, c'est vraiment à titre informatif, ce n'est pas une formation. Donc, pourquoi avoir choisi particulièrement ce sujet aujourd'hui, les déformations crâniennes positionnelles du nourrisson? Déjà parce que c'est une problématique qui touche énormément de nourrissons dans les 4 premiers mois de vie. On a 48% des nourrissons qui sont concernés. Ensuite, parce qu'il y a un réel manque de prévention sur cette problématique. Et comme je sais que dans vos cabinets, vous croisez beaucoup de femmes enceintes, de jeunes parents et des nourrissons aussi parfois pour les kinéraspi, j'espère qu'après ce que je vous aurais dit aujourd'hui, vous serez à même de donner quelques conseils pour mener cette prévention primaire qui manque cruellement. Ensuite, souvent, il arrive que nous recevions ces bébés qui ont des déformations crâniennes trop tardivement en cabinet. La prise en charge précoce, c'est vraiment la clé de la réussite de notre traitement. Donc, encore une fois, comme vous êtes au contact des nourrissons et des jeunes parents, ou parfois des femmes enceintes qui amènent leur bébé dans vos cabinets, vous pourrez parfois, j'espère, détecter des déformations crâniennes pour envoyer ces nourrissons vers leur pédiatre et pour qu'ils soient pris en charge en kiné par des kinés formés en pédiatrie. Alors, les déformations crâniennes positionnelles, qu'est-ce que c'est? Déjà, il faut savoir que c'est le symptôme visible d'une asymétrie posturale. Cette asymétrie posturale, elle va impliquer que le bébé va moins bouger, ou en tout cas va bouger sa tête de façon non optimale. Et donc, on aura des points d'appui sur le crâne qui ne seront pas harmonieux quand le bébé est couché sur le dos. Comme on aura une zone d'appui préférentielle sur le crâne, on aura un aplatissement de cette zone d'appui et donc une déformation du crâne. Cette déformation, elle peut être asymétrique, donc postérieure droite ou gauche. À ce moment-là, on parlera de plagiocéphalie. Si elle concerne tout l'arrière du crâne, on parlera de brachycéphalie. Donc vous pouvez voir ici plus en détail la différence entre la plagiocéphalie et la brachycéphalie. Il faut savoir que ces déformations crâniennes, elles apparaissent progressivement. C'est au fil des jours, au fil des semaines. En général, on les voit, on peut les détecter aux alentours de 6-7 semaines. Elles sont vraiment bien différenciées d'une autre pathologie qui est plus grave et qui s'appelle la craniosténose. C'est une pathologie qui est congénitale, donc qui est présente dès la naissance. Je vous fais une petite parenthèse sur la craniosténose pour que vous sachiez bien différencier les deux, c'est vraiment important. D'abord, au niveau anatomique, il faut se rappeler que le crâne du nourrisson est divisé en plusieurs sutures. Ces sutures, elles permettent aux os du crâne du nourrisson de se chevaucher pendant la naissance, en fait, lors du passage de la tête du bébé. Ça diminue le périmètre crânien, ça facilite le passage de la tête du bébé. Ensuite, elles vont permettre la croissance rapide du crâne jusqu'à 2 ans. Si une de ces sutures ou plusieurs de ces sutures sont fusionnées, on appelle ça une synostose et ça va créer une craniosténose. C'est-à-dire qu'à l'intérieur du crâne, l'encéphale du bébé grossit avec la croissance et il va rencontrer à l'extérieur un obstacle. Ce sont les os, en fait, la boîte crânienne, qui elle ne grossit pas de façon harmonieuse. Et donc, ça va entraîner que l'encéphale va être comprimé et ça peut créer une hyperpression intracrânienne, ce qui peut être très grave. Alors, si on a une synostose,
de la lomboïde droite ou gauche, c'est les sutures qui sont vraiment postérieures, on va avoir une déformation crânienne qui peut ressembler à une plagiocéphalie, c'est-à-dire un aplatissement du crâne asymétrique à droite ou à gauche. À ce moment-là, pour bien différencier les deux, il faut se souvenir que la craniosténose, elle est présente dès la naissance, tandis que la plagiocéphalie, elle apparaît progressivement. Le bébé était né avec un crâne rond à la base. Ensuite, lorsqu'on va palper les os du crâne du nourrisson, s'il y a une craniosténose, on pourra sentir une crête osseuse au niveau de la suture qui est fusionnée. Tandis que dans la plagiocéphalie, toutes les sutures sont normales et elles sont donc toutes en forme, elles forment toutes des dépressions. Lorsqu'on va observer le crâne du bébé d'en haut, pour la craniosténose, le crâne aura une forme de trapèze, tandis que pour la plagiocéphalie, le crâne aura une forme de parallélogramme. Enfin, on va avoir vraiment une différence au niveau de la position des oreilles. On sait que dans la plagiocéphalie, l'oreille va être poussée en avant en fait, par l'aplatissement du crâne, tandis que pour la craniosténose, l'oreille est attirée vers l'arrière par le manque de croissance en fait, osseux du crâne. La craniosténose, donc c'est une pathologie qui est grave. On doit faire une radio pour faire son diagnostic et ce sera un traitement chirurgical. Tandis que pour la plagiocéphalie, il n'y a pas de radio à faire et on fait une prise en charge kiné. Alors, comment ça se passe cette déformation crânienne? En fait, on va avoir un bébé qui a une asymétrie posturale ou un torticolis congénital ou un manque de stimulation et il ne bougera pas de façon optimale. Donc, il aura une zone du crâne qui sera préférentiellement appuyée par rapport aux autres. Cette zone va s'aplatir au fil des jours, au fil des semaines, parce que les os du crâne du bébé sont très malléables. Là, je reviens sur les déformations crâniennes positionnelles. J'ai la craniosténose, c'est terminé. Donc, la croissance du crâne, elle se fait par dynamique de contrainte. À l'intérieur du crâne, on a l'encéphale qui grossit. Et à l'extérieur du crâne, on va avoir l'activité musculaire, c'est-à-dire les tractions des muscles, et puis la gravité, c'est-à-dire les points d'appui. C'est vraiment important que ces points d'appui soient homogènes, pour qu'il n'y ait pas de déformation qui apparaissent. La croissance du crâne, elle se fait de façon exponentielle chez le nourrisson, c'est-à-dire qu'au premier trimestre, il va gagner 6 cm de périmètre crânien. Au deuxième trimestre, il gagnera 3 cm. Et ensuite, les 2 trimestres suivants, donc de 6 à 12 mois, il gagnera 3 cm encore. Donc on voit qu'au fil des mois, la croissance du crâne, elle ralentit. Et ça, c'est très important parce que cette croissance, elle nous aide en fait dans notre traitement à récupérer l'arrondi du crâne. Donc plus on va recevoir les bébés tôt en cabinet, plus on va réussir notre traitement. Alors, quels sont les facteurs de risque des déformations crâniennes positionnelles? D'abord, on va avoir des risques anténataux. On sait que si c'est un premier enfant, il y a plus de risques. Si c'est un garçon, si c'est un accouchement compliqué, si ce sont des jumeaux, si c'est un bébé prématuré, puisqu'il ne va pas beaucoup bouger au début, et s'il y a des malformations congénitales, il y a plus de risques. Ensuite, on aura des facteurs de risque après la naissance. Ce sont tous les facteurs qui diminuent la mobilité du bébé, c'est-à-dire l'hypotonie, l'hypertonie de l'axe, où on aura un bébé qui sera en schéma d'extension et qui va beaucoup appuyer sur l'arrière de son crâne, le retard de développement psychomoteur, le torticolis congénital, les temps d'éveil sur le ventre qui seront insuffisants pour le bébé, la station prolongée en transat ou en COSI, coque de transport, et ensuite une alimentation au biberon sans alterner à gauche et droite. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour diminuer ces facteurs de risque? D'abord, on va donner des conseils simples aux parents, c'est-à-dire on va leur dire qu'il faut éviter tous les dispositifs qui bloquent les mouvements du bébé. Le bébé, il doit pouvoir tourner sa tête complètement à gauche et complètement à droite. Il doit pouvoir voir ses mains aussi à gauche et à droite parce que dans les premières semaines, c'est ça vraiment qui va stimuler sa vision. Ensuite, on peut proposer aux parents de mettre leur bébé sur le ventre après chaque change de couche.
C'est-à-dire que le parent il va mettre son bébé autant de temps, enfin sur le ventre, autant de temps que le bébé l'accepte. Ça peut être de quelques secondes à quelques minutes. Et ainsi, le bébé va prendre l'habitude de cette position. Le parent aussi va prendre l'habitude de faire ça avec son bébé. Et on peut espérer qu'au fil du temps, le parent mette de plus en plus le bébé sur le ventre pendant les temps d'éveil. On encouragera la motricité libre, c'est-à-dire mettre le bébé sur un tapis d'éveil dur, pas mou quoi, plutôt dur, avec des jouets autour de lui et pas au-dessus de lui. On encouragera aussi le portage. Le portage, ça peut se faire en écharpe ou en porte-bébé. Maintenant, il y a des porte-bébés qui sont adaptés dès la naissance, dès les tout petits poids. On encouragera aussi l'allaitement, parce que l'allaitement, c'est vraiment protecteur. C'est des bébés qui sont plus manipulés, puisque la mise au sein peut être compliquée, c'est à droite, à gauche, ils sont plus dans les bras, en fait, ces bébés-là. Si les parents ne souhaitent pas allaiter, ce n'est pas grave, on peut juste leur proposer d'alterner le biberon à droite et à gauche. Alors, une petite phrase intéressante à retenir. Sur le dos pour faire dodo, sur le côté pour téter, sur le ventre pour jouer et tourner pour s'amuser. Vous voyez ici à droite, je vous ai mis en photo en fait tout le matériel à éviter le plus possible, voire à proscrire. Par exemple, là vous voyez le casse-tête. Le casse-tête, ça c'est quelque chose qui est vendu pour diminuer soi-disant le risque de déformation crânienne. Et en fait, vu que ça bloque la mobilité de la tête du bébé, ça augmente les déformations crâniennes. Donc ça c'est vraiment quelque chose à proscrire. Ensuite, le transat, c'est à limiter le plus possible dans le temps. On peut dire aux parents que s'ils mettent leur bébé dans le transat, ils doivent compenser ce temps par du temps d'éveil sur tapis d'éveil. Donc vraiment, je pense que pour avoir un message clair, il vaut mieux dire pas de transat ou transat pour des temps très limités dans la journée. Ensuite, le COSI, bon, ça c'est vraiment pour les transports en voiture. Ensuite, Cocoona Baby, Cal Bébé, là et là. Ça c'est du matériel qui n'est pas indispensable et vraiment qui favorise les déformations crâniennes, donc on le déconseille aux parents. Et l'arche au-dessus du tapis d'éveil, c'est à éviter aussi parce que le bébé il va concentrer son regard vers les jouets qui sont en haut et il ne tournera pas sa tête encore une fois. De ce côté-ci, vous voyez plutôt les comportements à encourager, donc la motricité libre sur tapis, le portage dans les bras ou en écharpe. Je vous ai mis une petite photo ici d'un petit garçon qui a 5 ans et qui a eu une grosse branchicéphalie qui n'a pas bien récupéré. Je vous ai mis ça parce que c'est vrai que les conséquences des déformations crâniennes, ce ne sont que des conséquences esthétiques. Mais les conséquences esthétiques, ça peut quand même être un problème, surtout pour les petits garçons qui ont les cheveux courts et qui vont garder un crâne plat toute leur vie. Ensuite, ce qu'il faut vraiment savoir et ne pas oublier, c'est que nous, les kinés, on ne soigne pas le crâne des bébés, on soigne une asymétrie posturale, on soigne tout leur corps. Donc ça, par contre, c'est vraiment intéressant de se dire que quand on a un bébé qui vient chez nous, il faut absolument faire en sorte que son asymétrie posturale, elle parte, que ça se normalise en fait, pour qu'il ait une bonne croissance, un bon développement psychomoteur. Donc cette prévention, elle n'est pas faite ni pendant la grossesse, ni après l'accouchement. Et les parents, ils vont aller acheter dans le commerce beaucoup de matériel qui est inadapté et qui favorise les déformations crâniennes. Alors pour rappel, ça c'est important, la position du bébé pour dormir, c'est sur le dos, que ce soit pour les siestes ou la nuit. C'est une recommandation qui a permis de diminuer de 76% le risque de mort subite du nourrisson. Alors, comment on va faire le diagnostic des déformations crâniennes? Donc en général, c'est le pédiatre qui va voir ça à l'examen du 2e mois. Le pédiatre, il verra une zone du crâne aplatie, avec parfois une tonsure, c'est-à-dire une absence de cheveux sur cette zone. Là, le pédiatre, il faut qu'il réagisse vite, qu'il ne se dise pas que ça va passer tout seul, parce que c'est un problème qui s'auto-entretient et qui peut s'auto-aggraver.
Donc, il faut qu'il envoie rapidement vers un kiné formé en pédiatrie. La prise en charge, comme je vous l'ai déjà dit, elle doit être précoce. Plus elle est précoce, plus elle est efficace, et donc moins elle risque d'être longue. Enfin, là, je vous ai mis une photo d'un casque. C'est un casque de décharge en fait, qu'on utilise pour les déformations crâniennes sévères ou pour les déformations crâniennes qui n'ont pas disparu après 6 mois. À La Réunion, il n'y a pas d'orthésiste qui fabrique ces casques. Donc on n'a pas d'option casque. C'est pour ça qu'il faut vraiment qu'on reçoive les bébés le plus tôt possible. Alors, je vais passer rapidement. Donc du coup, quand je reçois les bébés en cabinet, d'abord je vais faire un bilan vraiment contextuel qui va me permettre de repérer les habitudes à changer et de commencer ma guidance parentale. L'adhésion des parents, c'est vraiment important dans le traitement. Il faut que le traitement continue entre les séances. Ensuite, je vais refaire un bilan plus global où je vais regarder si la motricité est en phase avec l'âge. Ça me permet de voir s'il n'y a pas un trouble du neurodéveloppement. Et puis après, je ferai un bilan plus analytique où là, je vais regarder les rotations de tête et ça va pouvoir me donner la direction de mon traitement. Je vais savoir dans quel sens je vais pouvoir stimuler mon bébé. Enfin, mon patient, le bébé. Alors, donc la prise en charge, vous l'aurez compris, elle est précoce. C'est une prise en charge qui est active. On peut proposer un traitement ostéo en complément, mais c'est vraiment en complément parce que c'est la prise en charge active qui est la plus efficace. Nous, en kiné, on ne traite pas le crâne, on traite tout le corps du bébé. On traite l'asymétrie posturale. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va stimuler le bébé et en même temps, avec nos mains, on va faire de l'accompagnement postural. Donc on fait un rééquilibrage musculaire par des stimulations sensorielles. On ne fera pas d'étirements, parce que les étirements c'est douloureux, et comme c'est difficile de dire au bébé de se relâcher pendant qu'on l'étire, on risquerait de faire du renforcement du muscle qu'on veut étirer. Jusque 3 mois, on prendra les bébés plutôt sur table. On pourra faire des stimulations par damier ou avec le visage des parents, ou la voix des parents. On peut les mettre dans différentes positions. On favorise l'enroulement du bassin avec nos mains. Et on fera en sorte qu'il n'y ait pas de pleurs et que ce soit un moment de plaisir. C'est pas forcément facile à cet âge-là de trouver le créneau de phase d'éveil calme du bébé pour pouvoir le soigner. Ce qu'il faut se dire, c'est que si le bébé pleure pendant la séance, on le remet dans les bras de ses parents et à ce moment-là, on continue notre guidance parentale, on continue les explications, on peut remontrer les exercices sur un poupon s'il le faut. Après 3 mois, on mettra les bébés plutôt sur tapis. On pourra là, à ce moment-là utiliser plus de jouets, le miroir. On pourra les mettre aussi sur le gros ballon pour les stimuler différemment. Et toujours pareil, c'est dans le plaisir de la motricité et avec l'adhésion des parents qui doivent continuer les exercices à domicile. Alors la fréquence de prise en charge, si c'est une asymétrie posturale, si la déformation vient d'une asymétrie posturale simple, c'est-à-dire qu'on a une limitation de l'amplitude active mais pas passive, c'est vraiment juste une position préférentielle. À ce moment-là, on fera 2 à 3 séances par semaine et on diminuera la fréquence au fil de la récupération. Si c'est un torticolis congénital, à ce moment-là, il y aura une diminution de l'amplitude active et passive en rotation. À ce moment-là, il faut faire 5 séances par semaine et on diminuera toujours pareil au fil du temps, au fil de la récupération. Si c'est un torticolis congénital, il peut arriver qu'on reçoive les patients très tôt parce que ça peut être détecté dès la naissance. À ce moment-là, notre objectif, c'est de faire en sorte que la déformation crânienne n'apparaisse pas. Donc pour conclure, j'espère que vous avez bien retenu les conseils à donner aux parents. Donc je les rappelle. D'abord, il faut éviter tous les dispositifs qui bloquent les mouvements du bébé, et ce dès la naissance. Ensuite, on peut mettre le bébé sur le ventre à chaque change, dès la naissance également, pour donner l'habitude au bébé. Et enfin, on encourage la motricité libre, le portage, l'allaitement ou l'alternance de bras pour les bébés. Vous l'aurez compris, la prise en charge kiné, c'est une prise en charge active qui soigne tout le corps. On ne soigne pas le crâne du bébé.
Ça se fait en douceur et sans pleurs. C'est un moment de plaisir aussi pour le bébé. Et avec l'adhésion des parents qui peuvent continuer le traitement à domicile.